Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 28 mai. C'était une famille de passionnés, des collectionneurs. Les Lambinais se dévoilent dans la nouvelle exposition du musée qui porte leur nom à Versailles. Le marathon musical de Métassos revient à la Tour. Méléouat, 10 heures de concert et 10 artistes à l'espace de Coville de voisin, le Bretonneux. Pour sa 8e édition, le festival Courant d'Art d'Elancourt proposait une balade en forêt. Les écoles de danse et d'art plastique se réunissaient pour présenter le fruit de leur travail à la ferme du Mousseau. Lambiné, avant d'être un musée, c'est une famille, des artistes, des collectionneurs, des passionnés. Le site versaillais a choisi de leur rendre hommage à l'occasion du 90e anniversaire de donation de l'hôtel à la ville. Nathalie Lambiné, la dernière propriétaire de l'hôtel, celle qui cède la maison familiale à la ville de Versailles à sa mort en 1926, a la condition d'en faire un musée. Elle avait souhaité garder un souvenir donc de ce lieu important pour elle, ce lieu où elle avait été heureuse avec son fils mort prématurément. Et elle explique bien dans son testament qu'elle souhaite faire donc de l'hôtel Lambiné un musée pour la ville de Versailles. Et elle va jusqu'à indiquer les horaires d'ouverture, les jours de fermeture, qu'elle a recruté un conservateur. Les Lambinés, des descendants de tailleurs, de marchands de vêtements passionnés d'art. Leur collection est estimée entre 300 et 500 pièces, un goût typique de la belle époque dont une grande partie des œuvres a été dispersée. De cette famille passionnée, une salle est accordée à Émile Lambiné, l'artiste. Soutenu par son oncle maire de Versailles, il devient le disciple de Jean-Baptiste Camille Corot. Il était devenu peintre de paysages historiques, un genre qui a été créé en 1817. Et progressivement, il va en fait commencer à travailler en plein air, puisque Corot conseille à ses différents disciples et émules de faire confiance en fait à leur impression première, de rester sensible à la nature, sans oublier toujours de retourner travailler en atelier. Devenu musée en 1932, l'hôtel rassemble aujourd'hui des pièces des collections des Lambinés et de la bibliothèque municipale de la commune pour devenir le musée d'art de la Cité royale. « 160 pages illustrées pour découvrir le patrimoine de Mantes-la-Jolie. La ville se dévoile dans un ouvrage proposé par le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Un passé en éternel devenir, c'est son titre, et emmène à la découverte de la collégiale, des fortifications, de l'Hôtel-Dieu et bien d'autres lieux qui font la commune. Des précisions de Julie Corteville, chef du service. Elle était l'invitée de Grégory Canalet. Il déroule depuis la chapelle de Gassincourt au 12e jusqu'au Val-Fouré aujourd'hui, toutes les étapes, et on l'aborde vraiment en termes de patrimoine parce qu'on essaye de comprendre comment a évolué ce territoire et quel est l'état du patrimoine, du plus ancien au plus contemporain, aujourd'hui. Et pour voir l'intégralité de cet entretien, direction notre site internet. Un nouveau marathon pour les passionnés de musique et de concerts. Le 8 juin prochain, la Tour à Méléouat revient. 10 heures de live, 10 artistes et on fait le point sur ce rendez-vous avec l'un des organisateurs, Pierre-Michel Planchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de Métassos qui organise cette soirée. Et cette année, donc, c'est la 3e édition avec toujours cette idée de mêler les groupes émergents, les groupes locaux et les têtes d'affiche. C'est ça. Donc on recommence pour une 3e édition avec grand plaisir. Et vous l'avez très bien expliqué, notre but c'est de pouvoir proposer des têtes d'affiche françaises ou internationales de la scène indépendante et également de favoriser la diffusion des groupes émergents du territoire. Alors quand on pense à 10 heures de concert, on va vers des groupes différents, il y a un fil rouge, comment ça se construit une telle soirée ? Alors c'est vrai que là on est encore sur un petit fil rouge cette année dans le même style que l'édition précédente. Donc on va retrouver de la musique reggae, dub, hip-hop, électro. Alors la nouveauté cette année, c'est le petit fil conducteur, c'est l'esprit punk. Donc on va accueillir un groupe comme les Ramoneurs de Menhir. Voilà, c'est du punk breton, très festif. Très surprenant à la première écoute. Voilà. Et Gérard Bast aussi, des Schwinkels, donc un groupe de hip-hop, mais avec une culture un peu punk. Et bizarrement, on se dit, ce serait bizarre, pourquoi du reggae, du punk ? Et en fait, historiquement, ces deux mouvements se sont rencontrés. Et donc, on a voulu proposer, ce festival, cette édition-là, avec cette couleur-là, en tout cas.
Et on trouve les groupes comment? On épluche dans ses contacts aussi, parce que Metasos rencontre beaucoup d'artistes. On va dans d'autres concerts. Alors cette année, c'est vrai que sur les 10 groupes qu'on a programmés, il y a une partie qu'on a pu découvrir. Voilà, en allant voir des festivals, par exemple, sur le territoire. Je pense notamment à Contemporain ou à Tout Mêlé, avec qui on est partenaire. Donc on fait comme ça aussi chaque année des découvertes. Et puis le réseau professionnel qu'on a pu tisser depuis des années. Là, on a travaillé notamment avec l'ancien directeur et programmateur qui était d'ailleurs le fondateur de l'association, donc qui nous a filé un coup de main pour cette édition en faisant jouer son contact, son réseau, et c'est comme ça qu'on a pu avoir Sins Emilia cette année. Et Sins Emilia, c'est l'une des têtes d'affiche, voire la tête d'affiche avec une majuscule, et je vous propose qu'on les écoute. Mais j'aime quand les mots s'envolent et que ça casse le silence. J'aime que mes neurones se touchent, faire marcher mes cellules souches, faire le point avant de parler et le méditer sous la douche. Sins Emilia, toujours reconnaissable à la première écoute. Pour ce morceau, ils sont avec Gizmo de Trio et Balik de Danakil et ils reviennent après 1 an d'absence. C'est ça, ils sont sortis d'albums cette année, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus, donc c'était vraiment l'occasion, un peu une exclusivité pour nous de les avoir et de les faire venir à 50 ans d'Yvelines, donc on est très contents. Et ça s'est fait facilement? Oui, plutôt facilement. Ils étaient disponibles et puis on les a eus en fait aussi en les programmant avec Volodia. Chez le même tourneur qui les fait tourner ensemble. Donc pour la découverte, nous ça nous allait très bien. Donc on a hâte que le public saint-quentinois, des Yvelines et même d'ailleurs puisse venir à l'événement et découvrir ce groupe mythique au festival. Et Volodia, vous en avez parlé, c'est un des autres 10 artistes, on va l'écouter. Là, on est plus dans le reggae mêlé au hip-hop. Totalement. Encore un mélange. C'est ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus actuel, un peu plus moderne, ce qui se fait actuellement, en tout cas dans ce style de musique-là. Et c'est quelque chose d'assez frais. Et puis sur scène, c'est pas toujours festif. Ça donne le moral, le sourire. On arrive sur les beaux jours. Enfin, on espère quand même, parce que là, le mois de mai est quand même pas terrible. Plutôt compliqué. Du tout. Mais le 8 juin, on aura un super temps comme chaque année, super soleil. Donc c'est la musique idéale, pour commencer un peu à faire la fête, sortir et profiter du beau territoire qu'on a. Alors là, on a cité quelques groupes. Vous aviez dit aussi les Ramoneurs de Minium. Il y a aussi Donmatic, The Sunvisor. Et il y en a même qui viennent de l'étranger. Ça vient du Canada, si je me trompe. Ouais, Dubmatic, c'est un DJ dub du Canada, qui est canadien, Donc on est très content de pouvoir l'accueillir aussi. Et en effet, vous pouvez retrouver bien sûr la programmation sur les réseaux sociaux, les sites internet. C'est super. Donc 10 groupes. On est très content aussi pouvoir faire jouer, pour citer quelques noms, What the Fox par exemple, dans toujours cet esprit natural trance, où on a également Moko, qui est un projet assez particulier dub avec pas mal d'influences, qu'on voit bien le pâté, j'ai envie de dire, pour utiliser une expression sympathique. Donc ne ratez pas ces groupes-là, et j'invite vraiment vos spectateurs à venir découvrir la richesse qu'on a musicale, en tout cas des groupes. J'espère qu'ils vous entendent. C'est 10 heures de musique en plus non-stop. Il y a 2 scènes pour permettre le lien. Alors, on a beaucoup parlé musique là pour le moment, mais il y a un autre esprit dans votre festival, un esprit écolo, un esprit environnemental. Vous favorisez les circuits courts. C'est un moment de sensibilisation aussi. Oui, ça c'est très important, c'est dans l'ADN du festival et de l'association de toujours promouvoir ce qu'on peut essayer de faire au quotidien, parce que c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité, on en parle de plus en plus. Enfin,
j'ai envie de dire enfin que ces questions-là sont prises au sérieux et qu'on sent cette nécessité-là. Alors nous, bien sûr, on a mis en place un certain nombre de choses. On a le tri sélectif, on utilise des gobelets réutilisables qu'on voit maintenant partout dans les festivals ou dans des salles de concert. Qui deviennent collector pour certains, on les garde. Exactement. On a les fameuses toilettes sèches, qu'elles sont très connues dans notre festival, voilà, parce qu'il y a une animation. Elles sont typiques. Voilà, exactement. Après, les nouveautés de cette année, par exemple, c'était sur nos outils de communication. Voilà, on les a fait avec du papier recyclé. Les t-shirts qu'on fait pour les bénévoles, on utilise une société qui utilise des encres sans produits chimiques, le moins possible de l'encre à eau. Et voilà, c'est plein de petites choses mises au bout à bout. Qui permettent de passer un message, que vous favorisez aussi le covoiturage. Sur votre site, on peut se rencontrer, vous cherchez à faire se déplacer les gens en vélo, il y aura un parking vélo. Exactement. Voilà, c'est plein de petites choses le public pourra découvrir le 8 juin. Merci Pierre-Michel d'être venu sur ce plateau. Alors, on n'a bien sûr pas pu présenter tous les artistes, présenter toute cette soirée qui commence à 16h, qui se termine à 2h du matin. Mais pour ceux qui voudraient en savoir plus, bien sûr, la programmation, direction le site internet du festival. Je le rappelle, la tour Méléouat, c'est le samedi 8 juin. Faire se rencontrer les élèves et les professeurs de 2 écoles tous les 2 ans, et l'Encours propose Courant d'art, son festival autour des arts plastiques et de la danse. Il se tenait samedi à la ferme du Mousseau, invitant cette année le public à une balade dans la forêt. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. On fait des araignées, des hérissons, etc. avec de l'argile. Et les petites bêtes ont envahi la ferme du Mousseau. À Elancourt, on fêtait la nature et la forêt, le thème du 8e festival Courant d'art. L'idée, c'est avec les enfants de réaliser tous ces animaux en argile ou avec des éléments qu'on a cueillis ce matin avec les enfants pour créer ces petites bêtes. On s'est rendu compte que c'était vraiment un sujet d'actualité, qu'en termes scientifiques, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi en termes poétiques. La forêt, c'est un lieu de l'imaginaire, c'est le lieu du grand méchant loup, de l'ogre, de la belle au bois dormant, et c'est un lieu qui parle à toutes les générations. Des ateliers de création, des expositions et des performances. Le festival est organisé tous les 2 ans par les écoles de la ville. Elles préparent et créent en commun. L'idée, c'est vraiment le travail transdisciplinaire, c'est-à-dire faire se rencontrer les disciplines et faire pratiquer ensemble des gens issus de disciplines différentes. C'est proposer aux danseurs de pratiquer les arts plastiques, c'est proposer aux plasticiens de découvrir la danse. Pour cette 8e édition, une plasticienne, un chorégraphe et les itinéraires poétiques ont été associés. 4 ouvrages lus et étudiés en cours pour un prix. La semaine dernière, 350 élèves de Saint-Quentin-en-Yvelines remettaient le prix des collégiens lecteurs de poésie d'aujourd'hui. Ce prix est organisé depuis 3 ans sur le territoire et c'est une auteure locale qui a été désignée. Regardez. Et la lauréate est Lydia Padelec. Des textes pensés et couchés sur le papier en 2015. Lydia Padelec a voulu transmettre ses pensées, ses émotions sur les événements tragiques parisiens. J'ai pas écrit ce recueil pour un public spécifique. Mais c'est vrai que je pensais ces textes un petit peu difficiles pour un public collégien. Et ils ont choisi sans me connaître en fait. Donc, c'est pour ça que c'est encore vraiment plus important puisque justement ils ne me connaissent pas et c'est vraiment le texte qu'ils ont choisi. Pour ce prix, Lydia Padelec était face à 3 autres ouvrages avec un jury inédit, 350 collégiens saint-quentinois. Tout d'abord, on a étudié que la couverture et on a classé, on a fait un classement provisoire des livres qu'on aimait le plus à celui qu'on aimait le moins. Puis après, on est entré dans le vif du sujet. On a regardé vraiment ce qu'il y avait dans le livre. C'était sympa de faire appel à des collégiens pour la poésie parce que souvent les jeunes ils n'apprécient pas vraiment la poésie et faire appel à des jeunes c'est quand même assez original. On en apprend beaucoup du poète, franchement c'est génial. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, comme ça j'ai découvert la poète et beaucoup de livres. Le prix collégien lecteur de poésie d'aujourd'hui existe depuis 3 ans. Piloté par les itinéraires poétiques, il vise à diffuser la poésie contemporaine. Les ouvrages ont tous été édités récemment.
On fait un choix dans tout ce qu'on reçoit. Ce ne sont pas des livres destinés à la jeunesse. C'est ça, c'est voulu. Et on fait un choix qui permet de montrer l'éclectisme de la création poétique, mais aussi l'éclectisme de l'édition poétique à travers des ouvrages de forme, on va dire, de toucher différents aussi. Un travail réalisé en cours ou lors d'ateliers. Les collégiens ont aussi réalisé des vidéos autour des textes étudiés. 14 classes ont participé à cette 3e édition. Et après les collégiens, les lycéens m'ont rejoint en plateau Catherine Boucher et Moufida Vivier, respectivement professeurs de lettres au lycée de Villarroy à Guyancourt et bibliothécaires du réseau des médiathèques. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors cette année, vous avez encadré des élèves avec lecture pour tous. Moufida Vivier, en quelques mots, une présentation du parcours. Le parcours lecture pour tous. Donc en fait, c'est un parcours littéraire en bibliothèque. L'objectif principal, c'est d'inciter et de donner l'habitude aux lycéens de fréquenter les lieux culturels qui sont les bibliothèques sur le territoire. Et le but, si je dis que s'il y a un but, c'est vraiment de leur donner envie, de leur donner d'autres entrées à la lecture que prendre le livre et se mettre à lire comme une lecture silencieuse ou lecture à voix haute. Alors les médiathèques de Saint-Quentin-le-Vin ont donc travaillé avec 3 classes de l'agglomération. Pour vous, déjà en tant que professionnel, c'est un autre travail vers le public, d'aller dans une classe, d'aller vers des classes? Non, c'est vraiment pour une bibliothécaire du réseau des médiathèques de Saint-Quentin, c'est le même travail, mais travailler autrement. Ça fait partie, c'est vraiment d'aller dans les classes, la médiation du livre, le côté artistique et culturel en médiathèque, c'est notre métier, c'est notre quotidien. Catherine Boucher, vous êtes professeure de lettres. Pourquoi vous participez à ce parcours ? Alors, je participe à ce parcours tout simplement pour aider mes élèves à lire, puisque tous les moyens sont bons pour essayer d'obtenir une lecture silencieuse, une lecture à voix haute, et surtout, c'était l'occasion, en abordant le thème du corps, d'incarner la lecture. Mon but, c'était vraiment de leur donner l'occasion de rentrer dans la lecture par une incarnation de cette lecture. Oui, parce que souvent c'est un peu rébarbatif. On a tous souvenir de nos cours de lettres au lycée, surtout quand on arrive au bac, où il faut les lire parce qu'on va être interrogé dessus. C'est aussi peut-être pour les rassurer, leur faire comprendre qu'ils peuvent lire. Oui, alors la lecture est utilisée, même instrumentalisée dans l'éducation nationale, puisqu'elle sert à la fois à lire, à s'approprier une culture, et à être évaluée, à être sélectionnée. Et nos élèves, nos jeunes, sont très conscients, ils sont très intelligents, ils comprennent très bien l'enjeu. Et donc, il leur est difficile, quand ils refusent ce système d'évaluation et de pression, il leur est difficile de ne pas refuser en même temps la lecture. Donc le but était de désolidariser en quelque sorte l'analyse, l'écriture, le travail rébarbatif qui est lié à la lecture, de la lecture elle-même, de l'appréciation de la situation ludique des personnages. La rendre ludique, la rendre plus vivante. Et en même temps, pour que ça marche, il fallait aussi l'associer au programme du baccalauréat. Donc il fallait jongler avec les deux. Mon but, c'était d'associer les deux, leur donner envie de lire d'un côté et leur permettre d'utiliser cette lecture de l'autre. Dans leurs épreuves notamment. Vous l'avez dit, il y a un thème cette année, c'est le corps. Il y en avait 2 en fait au départ, la lumière ou le corps. Pourquoi avoir choisi le corps, Moufida Vivier ? Pourquoi on a choisi le corps ? Quand on avait commencé à co-construire ensemble, on avait peut-être parce qu'on avait pensé à certains titres déjà pour composer le corpus. On avait déjà commencé à parler de certains titres et en fait ces titres-là, c'est plus le corps qui est traité comme thème et c'est pourquoi on s'est dit bon, pourquoi pas le corps ? On aurait pu choisir la lumière, mais on nous aurait posé la question pourquoi la lumière ? Oui, c'est les ouvrages qui vous ont donné envie. Alors on va en découvrir. On va en découvrir certains à l'antenne. Il y a de tout. Il y a des classiques. Antigone, Boule de Suif, qu'on a tous lu pendant nos études, et des ouvrages moins connus comme Corps et biens de Robert Desnos, j'espère que je prononce bien le nom de famille. Ce sont des choix qui ont surpris vos élèves, Madame Boucher ? Ah oui, Desnos les a surpris, oui. Dans quel sens ? Alors, c'est un écrivain surréaliste, et donc l'aspect illogique des associations d'idées qui président à l'écriture les a déstabilisés, d'une part, et d'autre part... un grand nombre de ces textes ont une dimension érotique. Donc ça aussi, pour des jeunes gens, c'était un petit peu difficile à affronter.
Alors la structure du recueil fait qu'en l'étudiant, on arrive assez rapidement à voir la beauté des sentiments, le lyrisme. Et donc ça s'est bien passé. Mais ils ont été déstabilisés. Ils l'ont été aussi en partie par le sujet de Flamme. Donc c'était la première œuvre qu'on avait choisie avec Madame Vivier. Et le but était qu'ils la voient au théâtre. Et qu'ils puissent eux-mêmes jouer. Parce que Flamme, c'est Ahmed Madani qui l'a présenté sur les scènes saint-quentinoises il y a peu dans cette saison. On l'avait vu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais amené mes élèves dans le cadre d'Impact vraiment théâtre. Et vraiment, j'avais vu que cette pièce leur parlait. Et donc, sachant qu'elle était publiée, j'avais envie de l'étudier et de l'utiliser comme tremplin pour incarner la lecture. Et ça a fonctionné. Ils ont été surpris là, dans un sens qui les a attirés. Ils ont été nombreux à avoir envie de c'était leur coup de cœur, leur livre préféré. Ouais, avec Rage. Avec Rage. Il y en a tellement, on peut pas tout citer. Mais je voudrais juste qu'on pense à dépasser la simple lecture. Moufida Vivier, il y a aussi eu des ateliers, alors aux activités diverses. Il y a eu des rencontres avec une journaliste culturelle, notamment. En fait, ce parcours, si je continue à définir ce que c'est que ce parcours, donc les élèves ou la classe inscrite dedans profitent de 5 ateliers. Donc on avait aussi construit les ateliers ensemble. C'était sorti au théâtre avec la lecture du texte de la pièce, rencontre avec une journaliste critique littéraire, Martine Laval, pour découvrir le métier et faire un atelier avec elle, écrire, produire quelque chose. Rencontre avec une auteure d'un roman contemporain, Rage, donc et aussi l'autre. Oui, c'est de l'écriture aussi, de la production. En fait, ces ateliers étaient faits de façon que les élèves soient actifs, intéressés au départ. On passe après à la création. Ils ont créé des textes. Ils se rendent compte que la littérature ils peuvent aussi en faire. Ils ont créé, ils ont écrit des textes, c'était la partie création, et ils sont devenus autonomes aussi. Au final, c'est eux-mêmes qui avaient choisi des extraits de leur de pièces de théâtre pour les jouer, pour les présenter. Au final, c'était ça qui est passé à la restitution qui a eu lieu le 14 mai à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et je voudrais juste qu'on termine sur la réaction de vos élèves, Catherine Boucher. Est-ce qu'ils ont été plus attentifs ou moins? Alors, forcément plus. C'est surtout une attention d'une autre nature. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention de la même manière à un cours qu'on prend en note et dont on sait qu'il va falloir le mémoriser, le restituer de manière. Et on ne fait pas attention de la même manière quand on rentre dans un lien affectif avec une œuvre ou avec une personne, comme ça leur est arrivé avec Ahmed Madani ou avec, par exemple, Oriane Charpentier qui a écrit Rage. Voilà. Merci à toutes les deux, on est un peu prises par le temps. Vous, pour rappel, vous nous parliez de la participation à Lecture pour tous, c'est un parcours scolaire en lien avec les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on passe maintenant à notre page agenda. Trois ans de découverte, d'apprentissage. Mercredi 29 mai, les jeunes membres de l'orchestre Demos sont sur la scène de l'Opéra Royal du château de Versailles. Les 93 jeunes du département montreront ainsi au public le fruit de leur travail. Ce samedi, c'est la 8e édition du festival du court-métrage des Clés-sous-Bois. Amateurs et passionnés, vous êtes attendus dès 14h à l'espace Philippe Noiret pour découvrir les 13 films en compétition. Des duels épiques de cap et d'épée. Jeudi 30 mai, les mousquetaires investissent le château de Breteuil. Les lames sur scène feront une démonstration d'escrime artistique. Le 1er juin prochain débute à Versailles la 24e édition du mois Molière et c'est à cette occasion le journaliste et écrivain Franck Ferrand s'installe au Théâtre Montancier le dimanche 2 juin pour 5 enregistrements. Le rendez-vous est donné à 18h et Véronique Iturbide y consacrera un VIP. L'émission sera diffusée prochainement sur notre antenne. Toujours au Théâtre Montancier, un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans, avec l'enfant de l'orchestre Morgane Raoult, raconte l'histoire de Ama, une petite fille née dans un grand orchestre symphonique, un moyen de découvrir les grands titres de la musique classique. Et pour du théâtre, direction la ville des Essarts-le-Roi, la troupe La Divine Comédie interprète une semaine, pas plus, le synopsis. Paul n'aime plus Sophie mais n'ose pas lui avouer. Il invite alors son meilleur ami dans le but de faire exploser son couple, un vaudeville, à voir le samedi
1er juin. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.